Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. C'est une tradition assez nouvelle que de faire maintenant, de façon un peu plus formelle, une leçon qui termine une série de cours et d'enseignements. Alors, nous avons beaucoup hésité sur la dénomination de cette leçon. Quand je suis arrivé au Collège de France, je suis un genou par rapport à Jean-Marie Hélène, qui est un ancien, mais ça fait quand même plus de 20 ans. La leçon s'appelait la leçon terminale. Et pour un médecin, une leçon terminale, ça avait quand même une connotation un peu tristounette. Et donc, nous avons longtemps réfléchi à la manière dont nous pourrions appeler cette leçon, qu'on appelle aujourd'hui leçon de clôture. Et cette leçon de clôture est importante parce que c'est aussi l'occasion pour un collègue de pouvoir réfléchir sur son enseignement, mais aussi d'ouvrir les perspectives. Et c'est d'ailleurs exactement le titre qu'a donné Jean-Marie Hélène à cette leçon de clôture. C'est aussi l'occasion de se retrouver. Je vois que vous êtes très nombreux. Il est difficile de faire toujours des projections, surtout quand un collègue travaille à Strasbourg et finalement à un auditoire qui est moins captif quand il est parisien, et régulièrement parisien. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici. Et sans plus tarder, je donne la parole à Jean-Marie, pour lequel je dois dire le Collège de France en général et l'administrateur Jacques Glowinski et moi en particulier sommes très redevables parce que nous savons que Jean-Marie Hélène s'est particulièrement impliqué dans d'autres tâches que simplement de faire une recherche fondamentale en chimie, de la faire rayonner en France et en dehors de France, mais aussi il s'est impliqué dans la réflexion sur l'enseignement supérieur. Je me rappelle de séminaires le samedi pour réfléchir à l'avenir de la recherche universitaire avec Jean-Marie Hélène. Je me rappelle de beaucoup d'autres choses où Jean-Marie a été une force motrice vive de ce que nous avons pu progressivement réaliser. Jean-Marie Hélène a toujours épaulé, a toujours été un aiguillon. L'aiguillon, ça pique, mais en même temps, ça fait avancer et c'est excellent. C'est exactement ce que nous souhaitons au collège. Donc, merci Jean-Marie d'être avec nous ce soir. Merci Pierre. Je suis content aussi que notre précédent administrateur soit là, Jacques, à qui nous devons ces magnifiques locaux. Je vais d'abord, merci d'être venus si nombreux. Ça va être un peu la fête de la chimie, j'espère. Je prêcherai un peu des convaincus. Mais enfin, après tout, de temps en temps, il faut se dire pourquoi on fait un certain travail. Je commence aussi par remercier tous mes collaborateurs, à la fois strasbourgeois et parisiens. Je ne les citerai plus pour ne pas en oublier. Certains s'y reconnaîtront, mais je préfère déjà de le faire d'emblée et de dire donc combien je leur dois et combien leur doit la chimie en France. Alors, je crois qu'il faut d'abord voir un peu le contexte initial. Le Collège de France a cette particularité que les chaires ne se suivent pas. C'est l'emploi de professeurs rendu disponible par le passage à la retraite de Raymond Aron, chaire de sociologie de la civilisation moderne, qui a donc rendu un emploi de professeur disponible, qui a permis la présentation d'une chaire de chimie des interactions moléculaires et du candidat en question, votre serviteur, en 1979, par Pierre-Gilles de Gênes, physicien. Donc, vous voyez, sociologie, physique. Et ceci s'est fait à l'époque lorsque Alain Auroux était administrateur, chaire de chimie. Alors, de là, on aboutit à une leçon inaugurale, le 7 mars 1980, et nous en sommes maintenant
avec une unité A. Et à la réflexion, je me dis que j'ai dû être bien mauvais élève pour devoir faire 30 ans de collège. Mais je crois qu'il y a une caractéristique, et ce n'est pas n'importe quel collège. Comme Roland Barthes le disait dans sa leçon inaugurale, le professeur n'y a d'autre activité que de chercher de parler. Je dirais volontiers, ça c'est la phrase la plus belle que j'en ai entendue, de rêver tout haut sa recherche. Rêver tout haut sa recherche. C'est ça que nous devons faire. Et nous y sommes donc le 4 juin 2010 pour cette leçon de clôture, rétrospective au singulier, perspective au pluriel. Et nous allons commencer très tôt. Très tôt. Pas de chimie au début. La physique, l'énergie, d'abord, puis des particules. L'univers se refroidit vite, relativement vite. Apparaît la chimie quand il fait assez froid pour que les particules aient constitué des atomes, les atomes ensuite des molécules. Puis, les systèmes moléculaires évoluent par des voies que nous ne connaissons pas encore, mais que certains essayent de découvrir, pour aboutir à l'apparition de ce qu'on appelle la vie sur une planète qu'on appelle la Terre, qui continue à évoluer aussi jusqu'à aboutir à un organisme capable non seulement de vivre, mais de penser et de réfléchir sur sa vie. Donc, de la physique à la chimie, à la biologie. Quelle est la question primordiale alors que l'on peut se poser ? Pas nécessairement la plus importante, mais la plus basique, comme diraient les Anglais, la primordiale. Comment la matière devient-elle complexe ? Comment l'univers a-t-il pu aller de la particule élémentaire à un organisme pensant ? La physique décrit les lois de l'univers. La biologie, les règles de la vie. Le pont et la chimie. C'est la chimie qui permet d'essayer de comprendre comment la matière a bien pu devenir complexe. Non pas simplement quelles sont les lois qui la régissent, mais comment ces lois agissant sur ce qui constitue les éléments de l'univers a pu conduire à des complexifications telles qu'un organisme non seulement vivant, mais pensant, a pu en émerger. Quelle est la réponse à cette question ? Ça semble très arrogant de dire « je connais la réponse ». Mais oui, nous la connaissons tous. Quel est ce chemin vers la complexité d'une matière d'abord divisée, puis condensée, puis organisée, puis vivante, puis pensante ? L'auto-organisation. C'est tout dire et ne rien dire. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul parce que les lois de l'univers sont telles que ça doit se faire. C'est pour ça que je considère que c'est un impératif cosmique et pas un hasard extrêmement peu probable. Ce n'est pas un accident, c'est un impératif. Cet impératif cosmique de l'auto-organisation est régi par les forces gravitationnelles qui, comme nos collègues astronomes, cosmologistes, nous disent que cette organisation résulte de l'action des forces gravitationnelles sur des inhomogénéités qui auraient pu se produire, qui se sont produites en densité ou en vitesse d'expansion juste après cette explosion initiale. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'auto-organisation de la matière que nous connaissons, nous, puisqu'en plus, vous savez sans doute que 95% de cette matière ne sont pas connus. Nous sommes 5%, les 5% qui restent, mais ce qui nous importe. Il y a donc une auto-organisation qui concerne cette matière formant les organismes vivants et qui a évolué à partir d'une matière non vivante,
et qui résulte de l'action de forces électromagnétiques sur des recombinaisons de plus en plus compliquées, suivant un certain nombre de lois, formant des combinaisons structurales aléatoires en un certain sens, mais en même temps prenant sans doute une orientation dépendant de certaines lois, certains processus qui sont justement ceux que la chimie peut aider à découvrir et où elle joue, je pense, le rôle clé. Effectivement, avant qu'il n'existe cette fameuse évolution biologique dont on a beaucoup parlé l'année dernière, puisque c'est l'anniversaire de Darwin, il devait y avoir une évolution purement non biologique. C'est nécessaire, sinon on ne serait jamais arrivé au seuil de la vie. Donc il devait y avoir une évolution pré-darwinienne. C'est une sorte de généralisation de cette évolution dite darwinienne, une chimie d'avant la vie, prébiotique, et qui a conduit progressivement, dans certains endroits, à cette complexité qui a pu donner naissance ensuite à des organismes vivants et ensuite à des organismes pensants. Bien des personnes pensent que, et j'en suis moi-même aussi convaincu, qu'il y a de la vie ailleurs. Comme dirait d'ailleurs Christian de Duve, c'est aussi un impératif. La vie est un impératif cosmique. Mais on peut se poser des questions. La vie ailleurs, Kelvin, que dit-il? Parfois, je pense que le signe le plus sûr qu'une vie intelligente existe ailleurs, dans l'univers, et que personne n'a essayé de nous contacter. La chimie, c'est cette science qui, dans l'ensemble des sciences, puisqu'il faut bien les catégoriser, s'occupe de la structure de la matière, comment c'est fait, de quoi c'est constitué, et de la transformation. Cette transformation qui, je crois, est une des raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous sont chimistes. Parce que c'est une façon d'agir sur la constitution même de la matière, de la transformer dans son intimité, en quelque sorte. Et la chimie a donc évolué de ces atomes qui sont formés au cours de l'évolution de l'univers, qui sont unis en molécules, et les chimistes se sont d'abord acharnés, je puis dire, à maîtriser l'élaboration de la matière moléculaire. Ainsi s'est constitué ce corps de la matière, de la chimie moléculaire. Deux jalons que j'utilise souvent, mais qui sont représentatifs, l'urée, synthétisée, faite en laboratoire par Friedrich Böhler en 1828, et comme le Collège de France, c'est tout ce qu'il y a de plus interdisciplinaire, à l'époque aussi, cette synthèse chimique a conduit à un changement métaphysique de ce qui s'est passé, puisqu'on pensait qu'à l'époque, on ne pouvait pas produire en laboratoire une molécule en constituant d'un organisme vivant sans l'aide d'un organisme vivant. Wöhler a fait l'urée à partir du cyanate d'ammonium, il a détruit la notion de force vitale, il a montré que c'était une continuité. 150 années après, ou à peu près, la vitamine B12 a été synthétisée par les efforts conjugués de deux laboratoires, celui de Woodward à Harvard et de Eschenmoser à l'ETH à Zurich, et ça a montré donc que la chimie a énormément évolué, que maintenant on est capable, dans les années 70 du siècle passé, de réaliser des synthèses aussi fantastiques que celle-ci. Mais c'est devenu encore beaucoup plus compliqué, la chimie a progressé et c'est encore devenu plus compliqué. J'avais moi-même travaillé avec Woodward et j'ai fait ça. Ça, c'était mon travail. Ça montre aussi que quand nous sommes scientifiques, nous faisons partie d'une énorme construction, et nous ne sommes pas seuls. Chacun apporte sa pierre, plus ou moins grande, mais personne ne vous la prendra. Mais on ne peut pas s'arrêter à la molécule. Lorsque des cellules tueuses rencontrent une cellule cancéreuse, elles sont chargées de la tuer. Mais comment savent-elles que c'est une cellule cancéreuse ? Lorsque le virus du sida rencontre un globule blanc, il va pouvoir l'infecter. Mais comment se fait-il ? Tous ces objets, très gros objets biologiques, par rapport à des molécules, sont constitués de molécules. Ils se touchent. C'est donc probablement à l'interface entre ces grosses entités que se fait quelque chose d'important. C'est-à-dire la question qui se pose n'est plus ce qu'il y a dans la molécule, mais ce qu'il y a entre les molécules. Et c'est ainsi que
a émergé cette notion d'une chimie des interactions entre molécules, une chimie que j'ai appelée supramoléculaire, en fait, la chimie des interactions moléculaires. Elle s'est développée beaucoup au cours des années, sur la base évidemment de la chimie moléculaire. Sans chimie moléculaire, il n'y a pas de chimie supramoléculaire. Il s'agit d'essayer de comprendre comment des systèmes, des molécules capables d'en recevoir, d'en accepter une autre, un substrat, peut, à l'aide de ces interactions non covalentes, intermoléculaires, donner naissance à des espèces supramoléculaires qui effectuent 3 fonctions de base. La plus générale, reconnaissance, c'est de cette façon que la cellule tueuse reconnaît la cellule cancéreuse, que le virus du sida reconnaît le globule blanc et peut l'infecter. Et j'en aurais pu citer d'énormes exemples, puisque tous les processus biologiques commencent par un phénomène de sélectivité, de reconnaissance. Ensuite, l'étape d'après est de comprendre, une fois que l'on a essayé de comprendre une partie de ces premières fonctions, comment est-ce que ces objets peuvent se faire d'eux-mêmes par auto-assemblage, par auto-organisation, en y incorporant des unités qui ont une certaine fonction, je reviendrai rapidement là-dessus, et donc pour faire des systèmes organisés et fonctionnels. 3 phases ont caractérisé le développement de la chimie supramoléculaire, 3 phases qui évidemment se sont recouvertes. Tout d'abord, les études portant sur la reconnaissance moléculaire et les 2 autres fonctions, réactivité et transport, et qui reposent sur la préorganisation, c'est-à-dire comment concevoir un objet, comment le préorganiser de sorte à ce qu'il fasse ce qu'on veut lui faire faire. Ensuite, une fois que l'on a compris cela un peu mieux, d'essayer de mettre dans ce système un projet en cours de réalisation qui se réaliserait par organisation automatique et en essayant donc de quelque sorte de programmer le système. Puis beaucoup plus récemment, l'idée a émergé que ces systèmes peuvent aussi peut-être donner lieu à la possibilité de s'adapter, d'évoluer et d'effectuer une sélection des composants de l'objet supramoléculaire lui-même. Ce sont des thèmes que je voudrais rapidement couvrir. Quelles étaient mes motivations initiales? Très différentes de ce que c'est devenu après, mais pour vous donner une idée, je m'intéressais au fonctionnement du système nerveux, parce que peut-être venant d'un bac philo, je m'étais beaucoup intéressé à la philosophie de la connaissance, et je m'étais dit, après tout, philosophie de la connaissance, c'est porté par un organe, comment est-ce qu'il fonctionne? Étant chimiste, ça aurait été la seule chose à faire, ça aurait été de recommencer toutes les études. Je me dis, est-ce qu'il y a un biais pour entrer là-dedans, une petite porte par laquelle je pourrais entrer dans le domaine? Et c'était donc, cette petite porte, c'était la possibilité d'étudier certaines caractéristiques de la propagation de l'influx nerveux. C'est quoi? L'influx nerveux se propage à l'aide d'ions sodium-potassium qui changent de concentration et qui passent à travers la membrane de l'axone. Et c'est la propagation de ces flux, de ces transports d'ions à travers les membranes qui portent l'électricité neuronale. Et alors, sodium-potassium, là, c'est chimique. Là, on se dit, après tout, ce n'est plus des grosses molécules, on peut en faire quelque chose. Mais on se dit aussi que dans les membranes des axones, il doit y avoir des molécules capables de distinguer le sodium du potassium. Or, ces objets sont très proches, ces 2 objets chimiques, sodium et potassium. Comment peut-on sélectivement transporter ces ions sodium-potassium à travers la membrane de l'axone? Il se trouve que, par chance, grâce au tableau périodique de Mendeleïev, en fait grâce aux lois de l'univers, mais qui sont mises donc en tableau par Mendeleïev, il y a une belle collection de sphères de taille croissante, lithium, sodium, potassium, rubidium, césium. Et alors on peut se dire, c'est une question de trouver une boule dans une collection de boules. Sodium, potassium sont dans cette série, proches. Il faut donc pouvoir distinguer sodium de potassium. Comment est-ce possible? Comment peut-on réaliser la complexation et le transport sélectif de ces cations de forme sphérique?
En 1968 a été réalisé le premier objet, et celui-ci a consisté à réaliser une cavité tridimensionnelle de type sphérique, capable d'inclure en son sein le substrat sphérique, l'ion en question. La structure aux rayons X a prouvé la réalité de cette structure, de même que de l'objet résultant. Le cryptant, c'est l'objet qui contient une crypte, une cavité, et le cryptate est l'objet résultant. Alors, évidemment, le chimiste a cette puissance, ce pouvoir sur la matière de faire un peu l'objet qu'il veut. Alors on se dit, bon, si on en a fait un qui est capable de lier, par exemple, du rubidium ou du potassium, on va en faire un plus petit, on va faire un plus grand, et dans la série, on essaiera de comprendre par une simple, dans ce cas-là, phénoménologiquement et opérationnellement, je dirais même, une conjonction entre les formes de ce qu'on met dedans et de la cavité qu'il reçoit. Ceci a donc été réalisé en ayant des cavités plus petites, puis plus grandes, qui respectivement préfèrent lier en leur sein du lithium ou du sodium ou du potassium. Mais ça ne s'arrête pas là, et en fait ces objets ont un certain intérêt artistique peut-être aussi. Ceci est une sorte de représentation de nouveau de ce cryptant, ce premier qui a été fait, et un ami sculpteur a réalisé un objet qui est très beau, j'estime. Belavisi, qui est professeur de chimie inorganique à l'université de Veszprém en Hongrie, et qui a fait beaucoup de sculptures à base moléculaire, qui sont, même quand on n'est pas chimiste, très belles. Vous voyez ça? C'est comme une odeur. C'est quoi? L'essence de rose, l'alcool phényléthylique. Phényl, CH2, CH2OH. Pas mal, non? Les deux danseurs, là, c'est quoi? C'est le linalol et l'acétate de linalol. Le linalol, et voilà le groupe acétate là-haut. Bon, ça, c'est deux autres objets, je n'ai pas le temps de passer en détail. J'aimerais le remercier d'avoir fait ça. Donc, ces premières approches ont indiqué qu'il y avait quelque chose derrière la complexation sélective. Après tout, c'était relativement banal, complexation sélective. Mais il y a un concept beaucoup plus général. Il y a une notion de reconnaissance moléculaire, que les molécules se reconnaissent, qu'elles ont quelque chose de spécial qui leur permet de se lier sélectivement les unes aux autres. Il faut d'abord, bien sûr, des interactions intermoléculaires pour se lier, et il faut de l'information pour sélectionner. Et c'est ça qui, finalement, est aussi peut-être un des apports les plus importants, c'est que la chimie a besoin un ensemble d'informations, est une science de l'information, et qu'après la première façon opérationnelle de décrire ceci est de dire que c'est complémentaire en géométrie et en interaction. La partie géométrique était déjà très bien comprise par Emil Fischer en 1894, quand il a proposé sa très très fameuse image de la clé et de la serrure. Il faut que la clé et la serrure s'ajustent pour que, d'une part, il y ait reconnaissance, et d'autre part, qu'il y ait une action qui puisse s'en suivre, ouvrir la porte. Donc, on peut prétendre que la chimie est une science de la matière informée. Je le prétends, je prétends même que c'est l'information, et c'est la science d'information la plus compliquée. Évidemment, la biologie l'est encore beaucoup plus, mais à base de molécules, malgré tout. Je ne vois pas de protestation au premier rang. Le stockage est moléculaire, c'est-à-dire l'information est stockée dans l'objet chimique, et son traitement, sa lecture et son traitement s'effectuent par les contacts. Et on peut même parler d'un algorithme de traitement qui est la façon dont ces interactions se font. Alors, rapidement, quelques exemples, un peu plus compliqués que la sphère. Après tout, une sphère, il n'y a rien de plus simple qu'un espace à 3 dimensions. Le tétraèdre, on peut faire aussi là concevoir une serrure dont la clé est une clé tétraédrique, qui est montrée là au sein de la cavité de cet objet. Différents types de structures ont pu être conçus, des cycles qui maintiennent en 2 dimensions, des objets tridimensionnels, que les chimistes appellent macro-bicycliques ou macro-tricycliques, enfin tout un ensemble, tout un zoo, en quelque sorte, d'objets
plus ou moins complexes et de plus en plus complexes qui permettent de construire et de maintenir la serrure dans une forme donnée pour qu'elle puisse recevoir la clé correspondante. Et beaucoup de laboratoires de par le monde ont évidemment contribué à cela, en réalisant des clés de plus en plus complexes ou des serrures de plus en plus complexes aussi. Par exemple, après tout, pourquoi lier seulement des espèces positives? Des espèces négatives sont tout aussi susceptibles d'être liées. Voilà par exemple une cavité qui cette fois-ci a des charges positives, donc qui va lier des charges négatives, comme cet ion linéaire qui a juste la taille et la forme pour rentrer dans la cavité, ce qui a été montré être correct par une structure des rayons X. On peut mettre un ion plus petit, comme du fluorure, ou faire des cycles qui sont plus ou moins grands, on a souvent de l'accordéon sur la taille, où l'on peut lier soit des ions dicarboxylate avec 7 carbones ou 10 carbones, etc. Juste pour illustrer un peu ce qui se fait. Cette chimie des coordinations des anions qui a rencontré pas mal de résistance au début, parce que la chimie de coordination était l'apanage de la complexation de cations métalliques. Et j'ai eu un certain nombre de problèmes au début, jusqu'à ce qu'on accepte qu'on pouvait aussi lier des anions. Et là, la biologie a beaucoup aidé, parce qu'après tout, beaucoup de substrats biologiques sont négatifs. D'ailleurs, il y en a plus de négatifs que de positifs. Et donc, je crois que c'était une bonne justification du développement de cette chimie de coordination des anions, qui a aussi eu un développement explosif. Au Collège de France ont été réalisées un certain nombre de ces études de complexation sélective, notamment la complexation de l'acétylcholine. L'acétylcholine a encore un transmetteur nerveux, donc spécialement intéressant, et je m'étais beaucoup intéressé à cela pour cette raison aussi, médiateur nerveux. Des substances que nous avons appelées des cyclobis intercalants, celui-ci fait à Strasbourg, ce cyclobis intercalant fait au Collège de France, et qui notamment, par exemple, pour donner juste une propriété, celui-ci est capable, et les deux d'ailleurs, d'effectuer une coupure sélective des acides nucléiques simples brins et non des doubles brins. Deuxième fonction, la catalyse. La catalyse supramoléculaire, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la catalyse moléculaire ou les catalyses normales en quelque sorte? C'est qu'il y a une étape qui précède reconnaissance. On reconnaît d'abord et ensuite on transforme. D'abord reconnaissance, puis réaction et puis régénération, évidemment, comme tout catalyseur doit le faire. Juste 3 exemples. Un transfert d'hydrogène d'un réactif sur le substrat lié au sein de cette cage, de ce cycle, qui est une éther-couronne de Pedersen, je reviendrai. Une réaction de thiolyse, comme des enzymes comme la papaïne, par exemple, qui permet de couper la liaison ici, de cette liaison ester. Et une réaction synthétique aussi, où un groupement phosphoryl est transféré sur un phosphate pour faire un diphosphate, et qui peut être élargi à la synthèse, par exemple, de l'ATP à partir de la DP. C'est aussi une façon d'essayer de comprendre un peu mieux le fonctionnement des enzymes en essayant de faire des modèles d'enzymes. Mais là, je suis un peu d'avis que la compréhension du fonctionnement des enzymes, il faut étudier les enzymes mêmes, mais la compréhension des facteurs qui influencent ce fonctionnement, là, les modèles agissent. Et de toute façon, nous avons autre chose à faire aussi que de simplement expliquer ce que la biologie a déjà fait. Les phénomènes de transport, c'est quoi? C'est d'essayer de faire passer une substance à travers une barrière qui peut être cellulaire, mais plus simplement la barrière d'une vésicule, d'un liposome, d'essayer de faire passer de l'extérieur à l'intérieur et de comprendre comment ces processus de transport peuvent être sélectifs. Cela permet de comprendre comment on peut effectuer un transport, soit passif, par simple diffusion, ou actif, le coupler à des gradients de protons, à des gradients électrochimiques, à même de la lumière éventuellement. Des processus de séparation aussi, c'est intéressant comme application, et aussi des modèles de transport de processus biologiques, des transports qui en biologie sont actifs, et il était intéressant de voir comment on peut coupler le passage d'une substance à travers une membrane à un autre phénomène qui est comme un gradient de protons, un gradient d'électrons, etc.
Ceci a donné donc naissance à pas mal de travail là-dessus. Les applications en médecine et biotechnologie, c'est évidemment, ça peut être la libération sélective de médicaments, le ciblage et le transfert de gènes. Une fois réalisé un certain nombre de ces structures, donnons-leur une autre fonction aussi, une fonction physique intéressante, par exemple, interagir avec la lumière d'une certaine façon, interagir avec des électrons, les accepter ou les donner, ou avec les ions. Comment réaliser des dispositifs fonctionnels qui utilisent ces propriétés? Un exemple d'un dispositif qu'on peut appeler photonique, qui est un dispositif de collecte et de conversion de la lumière. C'est-à-dire, on absorbe et on émet, et entre les deux, il y a un transfert d'énergie. On absorbe de la lumière par des groupes collecteurs, appelés A ici, absorption, un transfert d'énergie sur l'émetteur, et l'émetteur émet. Ceci permet évidemment de profiter d'absorption et d'une multitude de pièces collectrices qui augmentent l'efficacité du système. Il faut évidemment que le transfert d'énergie soit efficace, et ensuite l'émission dans un autre domaine du spectre peut avoir lieu. Ceci, bien sûr, est intéressant parce qu'on peut contribuer à modifier les propriétés d'absorption de celui-ci et en même temps les propriétés d'émission de A, ce qui donne une nouvelle combinaison. Par exemple, rentrer un ion europium dont on sait qu'il a une émission rouge, mais qu'il est très très peu efficace, parce qu'il a un coefficient d'absorption très petit, dans une cavité de ce genre qui l'entoure de trois groupes fortement absorbants, mais dont la durée de vie est très courte et qui émettrait dans le visible très proche ou dans l'ultraviolet, dans ce cas-là, on peut en quelque sorte faire un élément nouveau du tableau périodique qui bénéficie de la partie organique, très forte absorption, et de la partie inorganique, émission dans le rouge, comme un europium. Ceci a, d'ailleurs, vous allez voir dans un instant, été utilisé. Autre dispositif intéressant, essayer de faire passer des électrons à travers des membranes en concevant des espèces de fils moléculaires, fils conducteurs, à un moment où il était beaucoup moins question de ça, mais c'est un travail qui a été en partie réalisé au Collège de France. Des fils polarisés aussi, des fils moléculaires polarisés, éventuellement photoactivés, et bien sûr aussi des transferts d'ions par des molécules qui peuvent faire des canaux. Ceci est un exemple d'une de ces molécules qui passe la membrane, est assez longue pour passer, et a d'un côté un accepteur d'électrons, de sorte que l'électron puisse courir de l'autre côté et sortir de l'autre côté. En quelque sorte, quand je dis courir, évidemment, c'est une image. Ou alors des espèces donneurs-accepteurs, ou encore l'inclusion d'un commutateur optique qui, lui, peut être, cette unité des commutatrices peut être changée d'un état non conducteur à un état conducteur, et donc couper ou laisser passer le courant en question. Alors, quelques applications en sciences de la vie, très très rapidement. On peut peut-être utiliser ces objets à propriétés optiques intéressantes comme objets utiles pour le diagnostic médical. Transférer veut aussi dire faire entrer des bouts plus gros, par exemple un bout d'ADN, transfert de gènes, ou essayer de trouver des médicaments, des substances biologiquement actives. En fait, trouver un médicament, c'est trouver la clé pour une serrure biologique. Voilà une application qui a été réalisée par une compagnie française qui est d'utiliser ces petites ampoules rouges, les accrocher à des anticorps et en développer un système d'immunoanalyse qui est maintenant utilisé dans un certain nombre d'hôpitaux, même beaucoup d'hôpitaux. Transférer des gènes à l'intérieur des bouts d'ADN à l'intérieur d'une molécule en passant la membrane est une première étape. Ensuite, évidemment, des processus extrêmement compliqués se passent qui permettent à ce gène de s'exprimer et de donner naissance à la protéine qu'il code. Mais la première étape est une étape très chimique. Comment faire passer quelque chose de très polaire, de négatif, l'ADN, à travers la membrane? Pour ce faire, il faut le rendre susceptible de passer la membrane, l'entourer d'un vecteur de substances qui sont des substances synthétiques de transfert,
et permettant à ce bout d'être en quelque sorte caché, passé dans la cellule, ensuite être décortiqué et éventuellement exprimé. Je passe sur la complexité des phénomènes, évidemment, qui ont lieu. Deux catégories d'objets ont été étudiées au Collège de France et développées ici. Le tout premier, c'est ce BGTC, très simple idée, des charges positives et du gras. Du gras pour passer la membrane, le cholestérol est un constituant des membranes. Les charges positives, comme le guanidinium, on sait que ça interagit avec des phosphates, donc avec ces phosphates des gènes, et effectivement, c'est une substance qui est assez efficace pour transférer des gènes, des bouts d'ADN des gènes. La deuxième catégorie, beaucoup plus récente, mais très intéressante, résulte de l'idée qu'il y a dans la nature, et d'ailleurs en général c'est des antibiotiques, des aminoglycosides. Ces aminoglycosides, si on leur accroche un bout qui est gras, qui permet de se solubiliser dans la membrane, devraient être des bons transfectants. Effectivement, ils le sont. Voilà un qui est dérivé de la paramomycine. Et en plus, il y avait une idée derrière qui est que ces aminoglycosides arrivent à faire une relativement bonne, pas excellente, mais assez bonne distinction entre ADN et ARN. Or, en même temps, c'est maintenant développé beaucoup, comme vous le savez, toute la biologie des RNA d'interférents, des RNA interférents, des petits RNA interférents, et ces paramomycines sont très efficaces pour le transfert à l'intérieur de la cellule, mais aussi pour réaliser l'interférence. Il reste beaucoup de choses, évidemment, à essayer de développer et de comprendre, mais ce sont certains de ces produits, de ces lipoaminoglycosides, sont à la fois efficaces comme transporteurs et aussi dans l'expression, dans l'interférence avec l'expression des gènes. Un exemple de réalisation avec le BGTC, utilisant un gène reporter, comme on dit, le gène de la bêta-galactosidase qui permet de colorer les cellules en bleu. Vous pouvez voir ici que dans les cellules humaines primaires, les polypes du nez, les cellules se transfectent, et de même dans les voies aériennes de souris, par instillation du produit dans les voies aériennes, et ensuite on sacrifie l'animal et on regarde, on observe la formation, la transfection de l'épithélium. Ceci peut être intéressant, par exemple, dans la maladie comme la mucoviscidose. Parallèlement à cela, il y a très rapidement, parce que ce n'est pas directement des interactions moléculaires, encore que l'on pourrait dire tous ceux-ci ce sont aussi des interactions moléculaires. Après le premier choc pétrolier, nous étions aussi intéressés à la possibilité de stocker l'énergie solaire chimiquement. Ça revient maintenant fortement, évidemment, après une période pendant laquelle c'était un peu laissé de côté. Et je vous montre là juste 3 systèmes. Un système qui permet de faire la photogénération de l'hydrogène par la catalyse métallique, un système qui permet de faire la photogénération d'oxygène à partir de l'eau, et un autre système qui fait à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène dans le même milieu, dans le même récipient. Je dis tout de suite que pour l'instant, ils n'ont aucune utilité pratique, mais au moins, à l'époque, c'était déjà une façon de voir que c'était possible. Il y a d'autres personnes dans l'auditoire ici qui ont travaillé là-dessus. La réduction du gaz carbonique, c'est aussi important, c'est aussi un processus très important, notamment puisqu'on parle beaucoup de gaz carbonique maintenant, on aimerait bien le réduire et en faire quelque chose d'utile. Eh bien, on peut mettre au point là aussi des processus de photoréduction du gaz carbonique avec différents types de catalyseurs. Là, des catalyseurs qui unissent un complexe au ruthénium avec un complexe au cobalt pour faire de l'oxyde de carbone, qui est déjà une étape réduite par rapport au CO2, et de l'hydrogène de façon concomitante, en réduisant d'une part de l'eau, d'autre part du CO2, ou encore un autre système utilisant un complexe au rhénium qui fait du CO et de l'acide formique. Juste une petite incartade, si je puis dire. Alors, c'est passé quelque chose en 1987. Il se trouve que cette année-là, il y a un organisme du nord de l'Europe qui a bien voulu reconnaître certains aspects de nos travaux, et notamment dont Don Cram,
Charles Peterson et moi-même, ont été cités pour le développement et l'utilisation de molécules avec des interactions spécifiques de structures de haute sélectivité. En quelque sorte, la reconnaissance moléculaire. À ce moment-là, aussi, grâce à l'insistance d'une personne de mon entourage, Pierre Boulez a bien voulu écrire fragment d'une ébauche. Voilà. Voilà. Et voilà. J'en suis infiniment reconnaissant. Nous allons espérer avec Pierre Courvol que peut-être on pourrait vous le faire jouer, parce que ça n'a jamais été joué. Mais bon, ça ne s'est pas réalisé. On le fera peut-être une autre fois, Pierre. Hein. Voilà. Donc j'en suis extrêmement heureux, évidemment. Mais je voudrais vous indiquer autre chose. Wozzeck, un de mes opéras préférés, mon trio de tête. Alban Berg, le docteur parle à Wozzeck en lui disant « Il y a une révolution dans la science. L'albumine, les graisses, les hydrates de carbone, il chante ça. Et notamment oxyaldéhyde anhydride. » Je n'ai jamais vu ça dans un opéra à part ça. Non, vous vous rendez compte ? Oxyaldéhyde anhydride. Bon, merci, monsieur Berg. Bon, alors, par-delà cette préorganisation, dont vous avez pu voir quelques exemples très, très, très simples par rapport à tout ce qui a été fait, préorganiser la matière moléculaire de sorte à l'adapter à des sélections d'objets chimiques autres, en les incluant dans une cavité ou en faisant des interactions très spécifiques. Mais une fois que l'on connaît ça un peu mieux, pourquoi ne pas utiliser ces processus pour laisser le système se mettre en place de soi-même, en inscrivant en quelque sorte dans les briques ce qu'il faut comme interaction et information pour que ça se fasse. Évidemment, là aussi, la biologie a résolu les problèmes. J'aurais pu citer beaucoup d'auto-assemblages de virus. Un des plus simples, c'est celui de la mosaïque du tabac, très brièvement. 2130 briques, toutes contenant ce qu'il faut comme information, pour qu'elles se mettent ensemble et spontanément génèrent l'objet final, en entourant le gène du virus, une molécule d'ARN. Là, encore une fois, ce n'est pas de la magie, c'est de la physico-chimie pure et dure, rien d'autre. Et c'est tout. Cela veut dire que la molécule doit avoir une certaine forme, il doit avoir certaines interactions bien disposées, et ça se fait tout seul. Donc ce qu'il nous faut comprendre, c'est comment faire pour que ça se fasse tout seul. Mais il n'y a pas de magie, il y a de la physico-chimie, de la chimie organique, la molécule, et des interactions de la physico-chimique, pure et dure. Ceci est une illustration, cette mise en place spontanée de cet objet, ce virus, de la programmation moléculaire. Toute l'information est dans les 2130 protéines de base, et la mise en œuvre est supramoléculaire. C'est le contact qui traite en quelque sorte l'information par un algorithme qui est l'algorithme de la façon dont ça interagit. Et donc on a vraiment un système programmé. On rentre de l'information, on la traite et on sort l'objet final. Nous avons, en considérant toutes les possibilités d'étudier ce genre d'auto-organisation, nous avons étudié un grand nombre d'entre ces différentes possibilités. Je voudrais juste illustrer ça par quelque chose d'assez spécifique, d'utiliser des briques qui sont les molécules organiques et du ciment qui sont des objets non organiques, des ions métalliques. Ions métalliques qui vont se lier aux briques, les disposer et les laisser ensuite évoluer de sorte à générer un objet final. Donc les briques sont moléculaires, le ciment c'est un cation métallique et on va voir si on obtient une génération spontanée mais contrôlée d'architecture supramoléculaire. Par exemple, des doubles hélices. Si vous faites un brin moléculaire de bonne composition, de bonne disposition des sites d'interaction, si le fait interagir avec des ions métalliques qui ont la bonne façon de mettre les choses ensemble, sans entrer dans les détails, vous obtenez spontanément une double hélice. Ou encore une triple hélice, un objet légèrement modifié, il faut comprendre pourquoi ça a été modifié, mais ça c'est faisable tout à fait. On rajoute un autre ion, dans ce cas c'est du nickel, et on obtient une triple hélice. Donc ce sont
deux exemples où l'on mélange les objets et l'on obtient à la fin la structure dite métallo-supramoléculaire désirée. Un autre type de géométrie que nous avons beaucoup étudié récemment pour une raison qui va peut-être être apparente tout de suite, des grilles. Pourquoi des grilles? Parce que si vous regardez l'objet à droite, ça vous suggère tout de suite un dispositif électronique. Il y a des conducteurs horizontaux et verticaux, des barrettes en quelque sorte, qui à chaque point de croisement sont liés à des ions métalliques, qui sont des réseaux de points. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer donc de voir comment ces réseaux de points peuvent être mis en place. Une réalisation, c'est celle-ci, d'utiliser ce genre de molécules qu'il faut synthétiser, qu'il faut produire, qu'il faut fabriquer, et de laisser ensuite se mettre en place pour essayer donc de faire ces grilles. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner là-dedans? Bon, d'abord, ce sont peut-être des objets intéressants du point de vue de leur forme, de leur mise en place, de leur utilisation peut-être, mais surtout, il y a une chose, la multifonctionnalité qui résulte de cette mise en place de beaucoup d'objets est importante. Elle est multiligand, il y a beaucoup d'objets moléculaires, multinucléaires, beaucoup de noyaux au croisement, et multimétallique, ça peut être des ions différents. Un exemple de mise en œuvre, l'objet qui a 4 fers dans une grille la plus simple, 2 sur 2, a aussi des propriétés magnétiques qui ne sont pas présentes dans l'objet initial, c'est-à-dire dans une sous-unité qui n'aurait que ceci, qui serait unique. Il n'y a pas cette propriété de changement du spin du fer d'un état bas spin à un état haut spin, qui est tout de suite révélé par les spectres de RMN qui sont étendus sur 100 ppm environ, sinon ce serait juste dans cette région-là. L'effet de la température conduit à un changement de spin. Vous refroidissez, vous passez d'un système paramagnétique à un système pratiquement diamagnétique. Et l'étude plus complète, avec un groupe allemand, a montré que les 5 états de spin en total qui sont possibles, 3 d'entre eux ont été étudiés, et vous pouvez passer d'un état magnétique à l'autre progressivement, soit par la température, ce que montrent déjà ces spectres, mais aussi par la pression et aussi par la lumière. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est une espèce de commutateur entre des états multiples de transition de spin magnétique. L'objet le plus grand, juste pour illustrer, parce que c'est intéressant de pouvoir prendre 8 ligands et 16 cations et tout mettre ensemble. D'un coup, effectivement, cette barrette organique, avec ces points de condensation, de croisement, de connexion, donne spontanément naissance à cet objet, cette grille. Un cylindre, je le montre parce que là, il y a 2 objets de formes différentes, de formes différentes en ce sens que l'un des objets est linéaire, l'autre objet en bleu est plat. Vous mélangez le linéaire, le plat et ce qu'il faut pour les connecter, et vous générez spontanément le nanocylindre en mettant ensemble 19 composants de 3 types différents. Ceci suggère aussi une chose qui fait intervenir la chimie de façon beaucoup plus profonde dans un domaine qui est actuellement très fortement l'apanage de la physique, qui est le domaine des nanotechnologies. Il est certes tout à fait établi que actuellement les outils extrêmement puissants, d'une puissance fantastique dont nous disposons, sont le résultat d'une science des matériaux, d'une science de la fabrication, de la nano, de la micro, de la nanofabrication. Ça va continuer et la puissance de cette approche est claire, elle est nette pour tout le monde. Mais on peut se dire aussi, après tout, pourquoi ne pas faire appel à cette possibilité qu'a la matière de se mettre spontanément en place pour laisser les objets en question se faire au lieu d'avoir à les faire. Donc cette génération contrôlée d'architecture complexe, de mise en place des différents composants, peut être une alternative ou un complément à la fabrication, à la manipulation. Et donc, probablement, et je suis assez convaincu qu'il faut absolument, d'ailleurs, c'est en route, les gens y réfléchissent, passer de la fabrication, faire les objets,
à l'autofabrication, les laisser se faire. La façon dont j'essaie en général d'illustrer, de convaincre l'auditoire que c'est certainement une bonne approche, c'est de dire que l'ordinateur le plus puissant que nous avons encore quand même à nos dispositions, il reste entre nos deux oreilles. Il est auto-organisé. Vous ne le faites pas. Et je pense que dans le futur, on n'en est pas prêt, on ne sait même pas tellement bien utiliser notre propre cerveau pour l'instant, mais ce passage du besoin de faire à laisser les choses se faire sur la base de la programmation, de l'information et de cette mise en place est certainement une étape importante. Alors une étape nouvelle s'est dessinée relativement récemment. Ce que je vous ai décrit pour l'instant, c'est une auto-organisation qu'on essaie de réaliser en laboratoire en informant les objets, en les programmant et en laissant s'assembler et en essayant d'obtenir, de mettre en place, de donner tout ce qu'il y a comme nécessité, comme objet nécessaire. Mais on peut aussi laisser peut-être le système choisir, laisser le système sélectionner les composants qu'il lui faut. Cela suppose une diversité. Vous ne pouvez pas choisir s'il n'y a pas une diversité. Cela suppose une dynamique. Il faut qu'un certain assemblage, s'il n'est pas le meilleur, quel que soit le sens de ce meilleur, dépendant des conditions, qui soit dynamique, qui puisse se défaire, se refaire, se défaire, se refaire et chercher dans cette hypersurface énergie-structure qui lui permet de trouver un chemin et aboutir à l'objet final. Donc, sélectionner sur une diversité à l'aide d'une dynamique de l'objet en question. Par exemple, et nous avions été mis sur la voie par deux expériences que je vais rapidement montrer. Je vous ai parlé auparavant de cette façon de faire des doubles hélices et des triples hélices. Maintenant, au lieu de faire ce que les chimistes aiment faire, d'avoir des produits purs, mélangeons le tout. La vertu des mélanges, la richesse des mélanges. Mais évidemment, il faut savoir, il faut que ça soit bien programmé. Mélangeons le bout qui donne l'objet double hélice avec son ion, le brin qui donne l'objet triple hélice avec son ion, on mélange et on laisse courir. Et ce qui se fait, c'est ce qui doit se faire, la double hélice et la triple hélice. Donc, ils se sont sélectionnés. Je suis certain qu'au moment où ça se fait, il y a beaucoup d'autres choses intermédiaires, mais à la fin, on aboutit à un mélange, mais, si je puis dire, un mélange pur, de double hélice d'une part et de triple hélice. Un autre exemple était celui où nous avons essayé de faire des acides nucléiques cycliques. Il y en a. Et ces acides nucléiques cycliques résultaient de l'interaction d'un brin avec des ions fer associés à certains anions, des contre-ions. En présence de chlorure, on obtenait un pentagone, 5. Bon, c'était bien, on était content, on avait obtenu notre double hélice cyclique, c'était pratiquement des doubles brins, et on aurait pu s'arrêter là, en se disant, c'est très bien, on a ce qu'on veut. Mais on peut se poser une question. Avec cette brique et ce ciment, on aurait pu faire aussi du 6, du 7, du 8, du 9, du 10. Pourquoi du 5 ? L'hypothèse que l'on peut tout de suite émettre, c'est de dire « Ah, mais c'est peut-être ce chlorure dont nous savions qu'il était lié au centre de l'objet de façon très forte. C'est peut-être lui qui demande au système de lui fabriquer la serrure qu'il lui faut pour que la clé soit bien contente. Alors changeons le chlorure en sulfate et on obtient un hexagone. Et si vous rajoutez du chlorure à ça, vous revenez au pentagone. Tout en est résulté par extension l'idée qu'on a affaire à une bibliothèque dite dynamique de ces espèces circulaires et que n'importe quel membre de cet ensemble peut régénérer l'autre si vous changez les conditions. En d'autres termes, c'était une indication aussi de la possibilité des systèmes chimiques de s'adapter aux circonstances. Chlorure présent, pentagone. Sulfate présent, hexagone. Et d'où il résulte que peut-être on peut étendre cette notion d'un ensemble dynamique capable de s'adapter à ce qui se passe. Mais alors là, on réalise qu'en fait, on a toujours travaillé avec ce genre de choses. La chimie supramoléculaire, qui est basée sur des interactions faibles, a toujours été dynamique. Mais c'était tenu comme ça, évident. C'est là, c'est fait, ça marche, c'est comme ça. Et on ne s'est pas tellement posé la question de ce qu'on pourrait en faire.
Mais c'est une chimie dynamique. La constitution des objets supramoléculaires peut se modifier continuellement parce que les interactions sont suffisamment faibles dans les conditions de température et de pression normales. Maintenant, la question presque hérétique, je dirais, se posait alors, pourrait-on introduire cette réversibilité des objets chimiques supramoléculaires dans les objets moléculaires? En quelque sorte, faire ce que tout chimiste organicien veut éviter, faire des molécules qui se cassent. Or ça, c'est évidemment ce qu'on essaie d'éviter. Des molécules qui se cassent, c'est la honte, c'est la fin d'un boulot, on les met au frigo ou dans l'azote liquide pour qu'elles ne le fassent pas. Mais on peut se poser la question de savoir, au contraire, si je fais un 180 degrés, un virage à 180 degrés, faisons des molécules qui se cassent. Que vaut-elles faire? Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Donc, comment le faire? La façon de le faire, c'est d'utiliser ce que les chimistes savent bien faire, qu'il y a des réactions chimiques qui sont réversibles. Donc il faut essayer d'introduire dans des molécules des réactions réversibles, de sorte qu'elles puissent se défaire, se refaire, se défaire, se refaire. Et cela aboutit à définir un domaine qu'on peut appeler une chimie dynamique constitutionnelle, donc liée à la constitution de l'objet, qui est soit supramoléculaire non covalente, ça c'est normal, ou alors moléculaire covalente. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intentionnellement vouloir faire. D'ailleurs, souvent en recherche, vous savez, c'est une façon même d'explorer un peu les choses, se dire j'ai toujours appris de faire les choses d'une certaine façon, je tourne à 180 degrés, j'essaie de voir ce qui se passe. En général, ça ne donne rien de très intéressant, mais souvent, on voit les choses totalement différemment et ça peut donner naissance à des idées totalement différentes. Ça permet en particulier une adaptation par variation de la constitution. Que peut-on en tirer? Tout d'abord, cette dynamique constitutionnelle génère de la diversité dynamique, des objets différents, tout le temps en équilibre, rend possible une sélection et permet l'adaptation. On peut, par exemple, mettre en œuvre pour essayer de trouver des moyens nouveaux pour rechercher des substances biologiquement actives, en quelque sorte des médicaments, essayer d'avoir des nanostructures dynamiques qui peuvent s'assembler, sélectionner leur objet et se remettre en place, ou développer des matériaux dynamiques. Regardons la partie biologique d'abord. La partie biologique, c'est comme j'avais dit déjà, dans l'esprit d'Emil Fischer, c'est trouver une clé pour une serrure. La façon que l'on voudrait bien comprendre, c'est trouver la clé, la bonne, pour la serrure en question, chimie ciblée. L'autre, c'est d'utiliser au contraire cette dynamique pour laisser la serrure faire sa propre clé. Là, je voudrais vous présenter d'abord quelque chose qui est, beaucoup d'entre vous sans doute ignorent qu'on travaillait dessus, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, et je voudrais d'abord vous parler d'une chimie ciblée qui a trait à la chose suivante. La thérapie des affections liées à un manque d'oxygène, l'hypoxie. Une façon d'essayer de compenser, c'est de rétablir l'oxygène normal, la norme oxy. Pourquoi est-ce intéressant? Ce qu'il faudrait, c'est essayer de faire des molécules qui modifient le comportement de l'hémoglobine de sorte à lui faire libérer plus d'oxygène que normal. Parce que l'hémoglobine, dans les tissus, ne libère pas tous les 4 molécules d'oxygène, puisque c'est un tétramère, mais seulement une sur les 4. Ceci augmenterait la fourniture d'oxygène aux tissus en hypoxie et serait intéressant pour toutes les thérapies liées à un manque d'oxygène. Maladie cardiovasculaire, évidemment directement liée à un manque d'oxygène. Cancer, puisque l'état d'oxygénation est très important dans les tissus cancéreux. Ils sont en hypoxie en général et déclenchent tout un ensemble de phénomènes résultant de l'hypoxie. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Tout ce qui est lié à l'angiogénèse. Ceux-ci sont des travaux co-dirigés. Là, je cite un nom parce que c'est une co-direction. Pour la partie chimique, c'est moi. Pour la partie biologique, c'est Claude Nicolo, dans une compagnie, Normoxis. Nous avons trouvé la clé par des voies que je ne décrirai pas et avec des propriétés que je ne peux pas, je n'ai pas le temps de décrire. C'est un dérivé très simple d'un produit naturel, l'IHP, l'inositol hexaphosphate, l'acide phytique, qui se trouve dans le riz, dans les céréales, on peut avoir par dizaines de kilos. Une réaction simple de condensation des 6 phosphates pour faire 3 pyrophosphates, et l'on obtient le bioinositol tris-pyrophosphate, ITPP. Un puissant effecteur allostérique de l'hémoglobine qui augmente la libération de l'oxygène par les érythrocytes,
qui est capable, et ça c'était important, de passer la membrane des érythrocytes et donc de faire en sorte que les globules rouges libèrent beaucoup plus d'oxygène là où il en est besoin. Pourquoi? Simplement parce que l'ITPP se lie et déplace la courbe de fixation d'oxygène et donc permet une libération plus facile. L'ITPP déstabilise la liaison d'oxygène et rend possible une libération plus facile. Conséquence, un exemple cardiovasculaire, des souris qui génétiquement ont une insuffisance cardiaque sévère, traitées par simple injection du produit et contrôlent bien sûr que la libération d'oxygène augmente, passent en les mettant sur un tapis roulant pour les faire courir, augmentent de 50% leur capacité d'exercice, leur capacité de courir. Et les normales courent beaucoup plus vite qu'avant l'injection. C'est un travail qui est en cours dans un laboratoire de physiologie et de cardiologie et qui donc montre qu'effectivement on peut compenser les manques d'oxygène de cette façon-là. Et il y a beaucoup d'autres résultats sur lesquels je ne peux pas insister. Maintenant, dans le cancer, a priori on se dit c'est totalement aberrant de donner de l'oxygène à des tumeurs. Totalement aberrant. La tumeur va avoir plus d'oxygène, c'est ce qu'elle veut. Au contraire. Et pourquoi? Lorsque le tissu est en hypoxie, tissu tumoral, s'accumule un facteur qui normalement n'est pas présent, qui s'appelle HIF, Hypoxia Inducible Factor, le facteur inductible par l'hypoxie, HIF-1-alpha. Qu'est-ce qui se passe alors si vous donnez de l'oxygène à la tumeur? L'ITDP agit sur l'hémoglobine, permet une libération accrue d'oxygène et l'hypoxie disparaît. Pourquoi? Parce que les enzymes hydroxylases qui sont censées détruire le HIF peuvent recommencer à fonctionner, ce qu'elles ne pouvaient pas faire auparavant puisqu'ils étaient hypoxiques. Et donc en normoxie, ces enzymes hydroxylent HIF et le détruisent. Et de ce fait, on rétablit les conditions de normoxie. Alors, je vais vous donner deux exemples. L'implantation de tumeurs hépatiques dans des rats, comment évolue-t-elle? Les rats contrôlent, comme vous pouvez voir, énormes tumeurs après 5 semaines et tous décèdent en 7 ou 11 semaines. Traités par la doxorubicine, qui est un des médicaments actuellement utilisés en chimiothérapie, il y a une faible prolongation de survie, on passe à 11, 12, 13 semaines. Que se passe-t-il quand on simplement injecte de façon intraveineuse le produit chez ces rats? Plus rien. 1 semaine, 2 semaines, la tumeur est là. Bon, ça c'est un exemple, mais il y en a une cinquantaine de tous ces. Plus rien du tout. Donc, il y a une éradication des tumeurs hépatiques par traitement à l'ITPP. Ça ne veut pas dire que ça marche sur les tumeurs bien établies, mais là, le chirurgien il peut travailler. Mais sur les tumeurs en développement, très probablement. Et un travail que je voudrais citer, c'est un travail fait avec mon collègue, ami et administrateur Pierre Corvol, dans son laboratoire. C'est évidemment un peu plus loin peut-être que le rat que je viens de montrer, mais c'est quand même très instructif. L'implantation de gliomes in ovo, donc sur un œuf en développement, et qui notamment fait de l'angiogénèse, fabrication de vaisseaux sanguins, vous voyez une hémorragie très forte qui se met en place. Traitement par l'ITPP, pratiquement plus rien. Donc là aussi, et vous savez que le gliome, c'est en général une sentence. Peut-être que là aussi, il y a moyen d'avoir un effet. Il n'y a pas de problème de barrière hémato-encéphalique, simplement parce que le produit est dans les globules. Le sang y passe de toute façon. Et c'est par simple oxygénation. Voilà ce que je voulais vous dire de ceci. Et je reviens donc au thème de la dynamique, simplement pour dire, sans donner d'exemple, que la façon dont on peut utiliser cette dynamique d'assemblage est de générer une diversité d'objets par
interconnexion de fragments. Donc, au lieu de faire une clé, on utilise des fragments de clés qui donnent un ensemble de clés possibles. Et ensuite, M. Le Chatelier vous dirait, vous rentrez la serrure, elle va sélectionner, mettre ensemble la bonne clé. Et donc, le résultat de ceci, c'est que la serrure assemble sa clé. Alors, ça a l'air d'être le panacée, ce n'est pas la panacée, il y a des questions de statistiques, etc., qu'il faut considérer, mais c'est une approche intéressante et qui peut se mettre en œuvre de différentes façons. Je ne peux pas en dire plus là, ce serait beaucoup trop long, mais juste pour vous dire donc que cette approche consiste à dire on laisse la cible assembler ce qu'il lui faut. Un peu sur des matériaux, pour terminer cette partie scientifique, il y en aura une petite autre. Les matériaux dynamiques, supramoléculaires, ils sont par nature dynamiques. Moléculaires, il faut les rendre dynamiques. Alors, les matériaux, évidemment, les polymères, c'est des matériaux typiques, des polymères dynamiques que nous avons dénommés des dynamères. Et là, ça a commencé, il y a fort longtemps au Collège de France, la mise au point dans mon laboratoire ici de polymères supramoléculaires et qui sont par nature dynamiques, puisque les liaisons, les connexions entre les composants moléculaires sont non covalents. Voilà donc le premier qui a été fait, avec un monomère ayant des groupes de reconnaissance au bout, un autre monomère ayant des groupes de reconnaissance complémentaires de ceux-là, de sorte à ce que DAD puisse se connecter à ADA et faire donc ces chaînes polymériques. Ce qui est fait effectivement, et vous envoyez là des exemples, des très longues fibres qui se développent et qui sont le résultat de cette connexion, connexion de façon non covalente entre des objets moléculaires. De façon un peu différente, mais aussi utilisant cette possibilité de connecter des objets par des reconnaissances moléculaires, un travail a été réalisé qui a fonctionnalisé des vésicules, ce que nous avons appelé des récosomes, des liposomes à reconnaissance, de sorte à ce que ces objets portant des groupes de reconnaissance complémentaires puissent s'associer et donner lieu à un certain nombre de phénomènes, comme par exemple la fusion des vésicules. Maintenant, qu'en est-il de ces dynamères covalents ? Tout d'abord, cela peut conduire tout simplement à la réalisation de ce qu'on peut appeler des plastiques verts, des plastiques chimiquement dégradables et qui ont effectivement été réalisés par une compagnie japonaise qui en a préparé 2 tonnes maintenant, d'un de ceux qu'ils ont développés là-bas, sur la base de ce que nous avions fait. Ce sont des polyimines et ça donne des très beaux films qui se désagrègent dans l'eau. Et si vous ne les laissez pas désagréger trop longtemps, vous pouvez les sortir et quand ça sèche, ça se refait. Vous avez de nouveau le film. Peut-on faire des polymères à propriétés optiques variables ou modifier de sorte à changer les propriétés optiques ? Voilà un chat dont la tête est un des polymères, les yeux, moustaches et l'intérieur des oreilles l'autre polymère, et les 2 polymères ont été choisis de telle sorte à ce que les composés AB, A'B' de 2 polymères puissent ensuite se reconnecter à l'interface pour que A avec B' et B avec A'. Et si l'une de ces nouvelles combinaisons a des propriétés optiques intéressantes, ça se verra. Effectivement, une couleur se fait juste à l'interface et une fluorescence. Donc, on peut faire une modification de l'objet lui-même. À l'interface, il y a une recombinaison qui se fait et qui donne ces nouvelles propriétés. On a donc des matériaux optiques qui répondent à ces stimulations. C'est intéressant pour une autre raison, c'est que vous pouvez écrire aux interfaces. Par exemple, avec un laser chaud, on peut imaginer qu'on peut écrire à l'interface. Et si vous faites un millefeuille, vous pouvez écrire en 3 dimensions, en principe. On peut aussi penser faire des polymères autoréparants, sans entrer dans les détails chimiques qui sont à la base. Voilà un film qui repose sur une réaction de Diels-Alder réversible. Vous le coupez, vous le superposez, vous tirez dessus et il tient. Donc, ça, c'est une réparation qui se fait à l'interface parce que les liaisons qui ont été séparées, ça se recolle en quelque sorte, mais ça ne se recolle pas physiquement. Ça se recolle par les nouvelles interactions chimiques qui simplement se remettent en place.
Les systèmes complexes de ce genre peuvent se mettre sous forme de réseau. Alors là, je vais rester encore à un niveau simple, mais c'est sans doute en avenir quelque chose qu'il faudra aussi analyser, peut-être avec l'aide d'un mathématicien. Comment faire des systèmes complexes, des réseaux dynamiques où tous les objets peuvent interagir les uns avec les autres. Ils peuvent être modulés physiquement ou chimiquement, et notamment si vous avez 4 composants A, B, C, D qui peuvent se combiner 2 à 2, vous pouvez faire AD, AB, BC, BD, vous pouvez les disposer de cette façon-là. Et il y a alors des connexions agonistiques et antagonistiques qui permettent aux objets, qui règlent les relations entre ces objets. Par exemple, juste pour indiquer la possibilité, une distribution statistique serait 25% de chaque. Si vous avez une force, une raison extérieure, si vous appliquez quelque chose qui va faire changer cela, vous pouvez, à l'aide d'un stimulus, changer la distribution en une distribution forcée. Si c'est une organisation, et c'est là que ça devient intéressant, si la force qui agit est une force organisationnelle, vous obtenez une sélection sur la pression de l'auto-organisation. Ça a un sens important, je reviendrai vite là-dessus. Le réseau initial serait ainsi, où les 4 composants sont statistiquement de 25%, et le résultat serait évidemment là. Les composés agonistes sont augmentés, les antagonistes sont diminués. Qu'est-ce que ça a comme signification plus générale? C'est peut-être aussi l'un de ces facteurs importants qui a précédé l'auto-organisation des organismes vivants, une évolution prébiotique. Sous la poussée de l'organisation, on peut concevoir que l'auto-organisation pousse un système à évoluer vers plus d'auto-organisation, simplement contrôlée par la thermodynamique. Toute cette thermodynamique que je décris est réversible. Il faudra, dans l'étape d'après, aussi la combiner avec la thermodynamique des systèmes irréversibles. Donc, cette dynamique constitutionnelle génère de la diversité, permet de la sélection et rend possible une chimie adaptative, dont je vous donne juste 2 exemples. Ces systèmes chimiques adaptatifs peuvent réagir à des sollicitations de l'environnement, d'un simple changement de phase, une cristallisation par exemple, un stimulus physique, lumière, chaleur, pression, un effecteur chimique, proton, cation, autres molécules, ou même un changement de forme de la molécule. Ainsi, lorsqu'on met en présence ces composants-là, un dialdéhyde et 2 bichydrasides qui peuvent polymériser chacun, pour des raisons de structure de l'objet en milieu aqueux, la polymérisation donne naissance au polymère qui met à l'abri, en quelque sorte, les composants qui sont les moins hydrophiles. Et donc, une sélection s'opère automatiquement, donnant naissance à ce polymère et laissant ce monomère de côté, à l'extérieur. Donc, il y a une sélection de l'un de ces objets sur l'autre, par l'organisation et l'effet hydrophobe du milieu. Comment montrer que c'est correct? Bien, vous changez le milieu aqueux en rajoutant un solvant organique, vous devez perdre cette sélectivité. Effectivement, vous la perdez. Donc, dès que vous rajoutez un solvant organique, vous perdez la sélectivité. Dernier exemple, en fait, changement de forme d'un W, une molécule qui passe d'une forme W en une forme U, sans entrer dans les détails structuraux. Dans la forme W, elle sélectionne parmi des objets qui peuvent se connecter aux 2 bouts, là, aux 2 bouts triangles bleus, par ces pointes, soit rouges, soit vertes. Dans ce cas, en W, on sélectionne un type d'objet, et dans le cas en U, un autre. Donc là aussi, c'est une sélection qui, cette fois-ci, est induite par un changement de morphologie, simplement la forme des composants. Donc, on a parcouru le chemin de la chimie moléculaire, où il s'agit de maîtriser la liaison covalente, un grand projet qui continue toujours et qui s'est enrichi, qui continue à s'enrichir d'énormément de réactions nouvelles, nouveaux procédés, processus, etc. Une chimie supramoléculaire où il s'agit de maîtriser la liaison non covalente vers une chimie qu'on peut appeler adaptative, qui met en œuvre la dynamique des objets, soit moléculaires, soit supramoléculaires, la diversité et la sélection. C'est donc en quelque sorte une chimie à 5 dimensions.
3 dimensions d'espace, une dimension de temps et une dimension de la constitution de l'objet en question. De la chimie moléculaire à la chimie supramoléculaire, transférant la dynamique de la supramoléculaire dans la moléculaire, on est conduit à cette chimie dynamique constitutionnelle qui donne la possibilité d'avoir des systèmes adaptatifs. Et donc, une chimie adaptative, évolutive et, pourquoi pas, darwinienne. Alors ça, c'est évidemment, pour des biologistes, dire darwinien, ça suppose des complexités fantastiques, c'est vrai. Mais je crois que ce qui est important aussi dans un domaine, c'est parfois d'importer des idées d'ailleurs pour voir son propre domaine de façon différente. Et c'est clair que cette façon de voir qu'un objet chimique est un objet qui n'est pas simplement dans une bouteille et qui reste ce qu'il est, mais qu'il a les capacités, les potentialités fantastiques d'évolution, je crois que ça change aussi la vue que l'on a sur ce que l'on fait. L'auto-organisation, donc, essayer de la comprendre, c'est là que la chimie va faire sa contribution absolument fondamentale à l'évolution de la complexité de la matière. Il faut d'abord décrire la matière complexe, savoir comment c'est fait, notamment utiliser la biologie. Créer de nouvelles formes et d'expressions lorsqu'on aura compris. Donc décrire, puis comprendre, puis l'utiliser pour en faire autre chose, pour essayer de comprendre comment on a pu évoluer vers une matière vivante et pensante. Léonard de Vinci a déjà senti ça. Évidemment, je ne pense pas qu'il ait parlé en termes de chimie moléculaire ou supramoléculaire adaptative, mais c'est quand même intéressant de lire ce fameux texte qui est, je crois, absolument... Moi, je trouve que vraiment un texte splendide et vraiment prémonitoire. Là où la nature cesse de produire ses propres espèces, l'homme, nous faisons partie de ces espèces, en se servant des choses naturelles, les éléments, le tableau de Mendeleïev, en accord avec cette nature même, les lois de la physique, la chimie n'ira jamais contre les lois de la physique, c'est les lois de la physique qui font que ça marche, commence, et là, pour un artiste, ça veut dire quelque chose, à créer une infinité d'espèces. Créer une infinité d'espèces. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été attiré vers la chimie. De la pierre, vous pouvez sortir une sculpture qui n'était pas contenue dans la pierre. Des sons, vous pouvez écrire une symphonie qui n'était pas contenue dans les sons. Du dictionnaire, vous pouvez tirer un roman qui n'était pas conduit, ou un poème qui n'était pas compris dans le dictionnaire. De la même façon, en recomposant ce que l'univers nous donne comme brique de base, une infinité d'œuvres peuvent être créées. L'essence de la chimie, c'est donc pas seulement de découvrir, mais de créer. On pourrait dire que c'est l'art de la matière. Prométhée a conquis le feu. La science a conquis ce feu. Et nous ne pouvons pas le rendre. Prométhée nous force d'aller de l'arbre de la connaissance au contrôle de notre destinée. Un autre Prométhée. On parle d'arbre de la connaissance. Voyons de plus près. Tout d'abord, comment les choses ont-elles évolué? Le passé. Le présent. Le futur. Qui sait? La connaissance, où a-t-elle commencé? Vous pouvez deviner. Lucas Cranach. Comme à l'époque, beaucoup de gens peignaient Ève. Là voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a osé cueillir le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. C'est la naissance de la science. Le penseur Sapiens. Et après? Vers la tenue d'Ève? Il faudrait peut-être faire sortir les moins de 17 ans de la salle.
il reste un point d'interrogation. Nietzsche a écrit une fameuse phrase « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain ». Nous venons d'en voir 2 exemples. Une corde au-dessus d'un abîme. J'aime celui qui vit pour savoir et qui veut savoir, afin qu'un jour le surhumain vive. Après nous, pourquoi serions-nous la fin de l'évolution? Nous ne sommes pas la fin de l'évolution. Quelque chose d'autre va très probablement se passer, sur des périodes extrêmement longues, bien sûr. Un fameux mathématicien, David Hilbert, a tenu à ce que soit inscrit sur sa pierre tombale à Göttingen cette phrase-là. Wir müssen wissen, nous devons savoir. Wir werden wissen, nous saurons. De l'appropriation de la connaissance à l'acquisition du savoir, nous devons brandir bien haut le flambeau de la science. Je vous dirais, soyez Lucifer, porteur de lumière. Je voudrais, pour terminer, d'une part, citer un poète, Saint Jean de Perse, avec tous hommes de patience au chantier de l'erreur, le mathématicien en quête d'une issue au bout de ses galeries de glace, et l'algébriste au nœud de ses chevaux de frise. Les hommes de science, physiciens, pétrographes, chimistes, flaireurs de houille et de naphte, grands scrutateurs des rides de la terre et déchiffreurs de signes en bas âge, lecteurs de pures cartouches dans les tambours de pierre, et, plus qu'au placé vide où gît l'écaille d'un beau songe, dans les graphites et dans l'urane, cherchant le minuit d'or, ou secouer la torche du pirate, comme les détrousseurs de rois aux chambres basses du pharaon. Roland Barthes a, lui, décrit son expérience aussi en disant, son expérience au Collège de France, ce qu'il envisageait. Cette expérience, je crois, a un nom illustre et démodé que j'oserais prendre ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie, sapientia. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible. Monsieur l'administrateur, chers collègues, je clôt ma leçon. Retracturus vos salutat.